si c'était possible. Alors là, ce que je fais, c'est que j'enregistre. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour passer à 300. Je crois que Madame Colin-Vapaille a demandé une licence auprès de l'UFR, si je dis pas de bêtises, pour augmenter la capacité. Bon, Sinon, je ne sais pas. bon, là, ce que je fais, c'est que j'enregistre et je vais essayer ensuite de mettre l'enregistrement sur le site. D'accord, ok, merci beaucoup. Hein. Je fais À passer le titre, message. à titre temporaire, voilà, vous leur passez le message. Et puis, soyez sympas, si vous avez des camarades qui sont restés en rade, passez-leur vos notes. Ok, Hein. merci. Faites tourner les notes, voilà, parce que bon, c'est une période pendant laquelle il faut s'entraider, hein, c'est important. On fait tous ce qu'on peut du mieux possible. Je n'ai pas eu vent de cette licence, je vais me renseigner. En tout état de cause, je viens d'activer la fonction d'enregistrement. Hein, donc, j'enregistre le cours et d'une manière ou d'une autre, je vous le ferai passer. Soit je le mettrai sur le site, soit si c'est trop gros, je ferai un WeTransfer. Et puis, on essaiera de faire en sorte de faire circuler l'enregistrement pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, article 1832 du Code civil, on en est au propos introductif, donc celles et ceux qui suivront cet enregistrement n'auront pas perdu grand-chose. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune donc qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Je répète, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. C'est un article très important qui vous donne déjà une première indication. Une société a pour but de faire des bénéfices. Et donc une société, c'est quoi? C'est la mise en commun de moyens pour bénéficier d'un ensemble de moyens plus importants qui va permettre de financer des projets de plus grande ampleur qu'un commerçant, par exemple, à titre individuel, pourrait financer seul. Quand on met des moyens en commun, pardon, on a plus de moyens pour financer un projet de plus grande ampleur. Donc c'est à cela que sert une société, c'est la mise en commun de moyens. Georges Ripert, qui était un très grand juriste, tous les thésards dont j'ai été lisent, qui font une thèse en droit des sociétés, lisent le livre de Georges Ripert. Et Georges Ripert disait que la société, c'est l'instrument magnifique du capitalisme moderne. Voilà, donc c'est un instrument qui permet de mettre en commun des moyens pour financer des projets. Alors, Monsieur? le but d'une société, c'est de faire des bénéfices, mais c'est aussi, depuis 1978, de faire des économies. C'est-à-dire qu'on peut constituer une société pour faire des économies. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pourriez répéter la citation, s'il vous plaît? C'est le merveilleux instrument du capitalisme moderne. Merci. Et vous avez dit depuis 1978? Une société peut être constituée dans le but de réaliser des économies. D'accord, merci. Pas seulement de faire des bénéfices, ou pas exclusivement de faire des bénéfices. Alors, que nous apprend cet article 1832 qui est très riche, hein, il nous dit la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat.
Parce que la société, c'est avant tout un contrat. Et ça, c'est absolument fondamental de le retenir. La société, c'est un contrat. C'est d'abord et avant toute autre chose un contrat. Alors, c'est un contrat qui, en général, est conclu par plusieurs personnes. Et c'est surtout un contrat dont la conclusion va engendrer des conséquences juridiques importantes, bien plus importantes que tous les autres contrats classiques que vous pouvez conclure dans votre vie courante. Quand vous achetez une baguette de pain ou autre chose, c'est un contrat qu'on appelle à exécution instantanée, c'est-à-dire que vous achetez, vous payez, vous prenez votre baguette, le contrat est terminé. La société, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un contrat qui a vocation à durer, à s'installer dans la durée. La société, elle est faite pour financer un projet, et donc c'est un contrat qui va durer. Mais avant toute autre chose, et ça c'est une notion qu'il vous faut vraiment retenir parce qu'elle est absolument fondamentale, la société c'est un contrat. Alors on verra que cette notion a subi quelques atténuations parce que maintenant on peut constituer des sociétés seules, c'est-à-dire avec un seul actionnaire. Alors évidemment quand on est tout seul, la notion de contrat n'existe plus, mais on verra pourquoi on a petit à petit autorisé un seul associé dans les sociétés pour permettre, je dirais, d'isoler l'activité professionnelle. On verra ça un petit peu plus tard. Donc une société, c'est un contrat. Donc, un contrat, ça veut dire qu'on applique les règles que vous connaissez déjà de validité des contrats. Mais il y a d'autres règles qui sont applicables et qui sont spécifiques au contrat de société. Tout cela, nous allons le voir dans le premier paragraphe, grand 1, le contrat de société. Grand 1, le contrat de société. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, qui dit contrat dit respect des conditions générales de validité des contrats. Et les conditions générales de validité des contrats, vous les connaissez. Donc, je ne fais que vous les rappeler et je vous renvoie au cours que vous avez consciencieusement noté et appris au cours du premier semestre pour le contenu. Donc, c'est le consentement, c'est la capacité et c'est l'objet licite et certain. Consentement, exemple de vice, capacité, la majorité, 18 ans, et ne pas être un incapable majeur, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, et puis objet licite et certain, ça veut dire qu'il peut constituer une société pour exercer une activité licite, conforme à la loi, et dans un but qui est un but lui aussi licite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, contourner une obligation, constituer une société pour contourner une obligation à laquelle on est soumise. Donc ça, ce sont les conditions applicables à tous les contrats. Le contrat de société étant un contrat, il faut d'abord respecter ces conditions générales de validité contrat. Mais ça n'est pas suffisant pour constituer valablement une société, car la loi impose le respect, en plus de ces conditions générales, de 3 autres conditions qui sont des conditions spécifiques au contrat de société. Donc la loi impose le respect de 3 conditions qui sont des conditions spécifiques au contrat de société. Ce sont bien sûr ces conditions que nous allons détailler maintenant. Grand A, grand B et grand C, ce seront nos 3 sous-développements de ce grand 1. Le premier développement, la première condition spécifique au contrat de société, grand A, les apports. Grand A, les apports. Lorsqu'on devient associé, lorsqu'on veut devenir associé d'une société,
il faut réaliser un apport Donc, lorsqu'on devient associé d'une société, il faut réaliser un apport et en contrepartie de cet apport, on va recevoir soit des actions, soit des parts sociales. Donc, lorsqu'on devient associé d'une société, il faut réaliser des apports. En contrepartie de ces apports, on reçoit des actions ou des parts sociales qui concrétisent cette qualité, cette condition d'associé. Alors, quels sont les apports que l'on peut réaliser? Il y a 3 catégories d'apports. La première catégorie, qui est de loin la plus courante, c'est l'apport d'argent que l'on appelle l'apport en numéraire. Donc l'apport d'argent qu'on appelle l'apport en numéraire, c'est de très loin l'apport le plus couramment utilisé, qui représente environ 98% des apports faits en société. Parce que l'apport en numéraire, c'est ce qui donne à la société les moyens de débuter son activité. Donc, première catégorie d'apport, les apports en numéraire. Deuxième catégorie d'apport, ce qu'on appelle les apports en nature. Les apports en nature, c'est l'apport de biens autres que l'argent. Donc, l'apport en nature, c'est l'apport de biens autres que l'argent. Alors, on peut apporter à une société toute catégorie de biens, mais il faut respecter 2 conditions. La première condition, c'est que le bien doit être utile à l'activité de la société. On ne va pas apporter un tracteur à une société qui fait de l'informatique. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, on peut apporter à cette société des ordinateurs. On peut lui apporter des logiciels. On peut lui apporter des brevets ou des marques qui vont lui permettre de développer son activité, sa notoriété. Ça, c'est possible. Donc, première condition, il faut que l'apport soit utile à l'activité de la société. Et deuxième condition, il faut que cet apport il ait une valeur économique. On ne peut pas apporter un apport qui n'a pas de valeur économique, puisque quand on fait un apport, en contrepartie, le but, c'est de recevoir des parts sociales ou des actions. Alors, si vous apportez un apport qui ne vaut rien, vous ne recevez rien. À ce moment-là, ce n'est pas un apport, c'est une donation. Donc, apport en nature, le bien doit être utile à l'activité de la société et il doit avoir une valeur économique pour qu'en contrepartie, la société puisse vous attribuer soit des parts sociales, soit des actions, en tout cas des titres de société. On verra un peu plus tard dans l'année quelle est la différence entre les parts sociales et les actions. Alors, sachez que par ailleurs, cet apport en nature, il peut être réalisé en pleine propriété. Mais il peut aussi être réalisé sous une forme qu'on appelle une forme démembrée, c'est-à-dire on peut apporter l'usufruit, on peut apporter la jouissance d'un bien, on peut apporter la nue propriété d'un bien. Vous pourriez répéter la phrase, s'il vous plaît? Oui, je vais vous répéter tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut apporter un bien, on peut apporter la pleine propriété d'un bien. On peut également apporter la jouissance d'un bien. Par exemple, au lieu de louer un local à la société, vous en apportez la jouissance à la société.
Donc, vous transférez à la société les mêmes droits que si vous signez un bail commercial, sauf que au lieu de percevoir un loyer, vous allez percevoir des parts sociales. Mais vous pouvez également transférer l'usufruit ou la nue propriété. Alors, qu'est-ce que c'est que l'usufruit ou la nue propriété? Je fais une petite parenthèse pour vous expliquer ça. Dans le droit de propriété, vous avez 3 composantes. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez 3 prérogatives, 3 droits. Vous avez tout d'abord le droit d'utiliser la chose. C'est ce qu'on appelle l'usus, un terme latin. Donc vous avez d'abord le droit d'utiliser la chose, l'usus. Vous avez ensuite le droit d'en percevoir les fruits, c'est-à-dire les loyers ou les dividendes. C'est ce qu'on appelle le fructus. Fructus, F-R-U-C-T-U-S. Et puis quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez évidemment le droit d'en disposer, c'est-à-dire de le vendre. C'est ce qu'on appelle l'abusus. A-B-U-S-U-S. L'abusus. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez ces 3 prérogatives. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le louer et en percevoir les fruits, vous pouvez le vendre. Quand vous louez un bien, vous transférez au locataire l'usus, c'est-à-dire le pouvoir d'utiliser le bien. Quand vous louez un appartement, vous transférez l'usus, c'est-à-dire que vous donnez à une autre personne le droit d'utiliser le bien. Et quand vous êtes usufruitier d'un bien, eh bien vous en détenez l'usus et le fructus, c'est-à-dire le droit de l'utiliser et le droit de le louer. Lorsqu'il y a des décès, des successions, très souvent on a ce qu'on appelle un démembrement des biens, c'est-à-dire que certains ont l'usufruit et d'autres ont la nue propriété. Souvent, s'il y a un conjoint survivant, il a l'usufruit sur les biens du défunt et les enfants ont la nue propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le conjoint a le droit d'utiliser les biens et de les louer, c'est-à-dire d'en percevoir les loyers s'il décide de les louer, mais il n'a pas le droit de les vendre, puisque le droit de vendre, c'est l'abusus, et l'abusus, c'est le droit du nu propriétaire. Quand on est nu propriétaire d'un bien, on n'a pas le droit de l'utiliser, on n'a pas le droit de le louer, mais par contre, on a le droit de le vendre. Et l'usufruitier ne peut pas vendre le bien sans votre accord. Donc, quand vous avez un démembrement, vous avez d'un côté l'usufruitier qui a l'usus et le fructus, et de l'autre côté, nécessairement, le nu propriétaire qui a, lui, l'abusus, c'est-à-dire le droit de vendre. C'est le seul droit qu'il a, mais il faut son accord pour vendre le bien. Alors, on peut, lorsqu'on fait un apport en société, faire un apport démembré. C'est-à-dire, lorsqu'on est par exemple propriétaire d'un bien, on peut très bien n'apporter que l'usufruit à la société. Alors, quelle est la difficulté de l'apport en nature, surtout si cet apport ne porte pas sur la pleine propriété? Alors, parfois déjà, lorsque l'apport porte sur la pleine propriété, c'est compliqué parce que déterminer la vraie valeur d'un bien, c'est pas simple, surtout si ce bien a une valeur qui décroît dans le temps. Par exemple, si vous apportez une voiture, on sait très bien que la valeur d'une voiture, elle décroît dans le temps, elle baisse. Donc c'est compliqué parfois d'évaluer la vraie valeur d'un bien, et c'est compliqué et important. Pourquoi? Parce que cet apport que vous allez faire, il va concourir à la formation du capital social. Alors, on va voir tout à l'heure que la réunion des apports, c'est le capital social. Alors le capital social, plus il est important, plus il donne confiance dans la capacité financière de la société. Donc si vous apportez un bien auquel vous attribuez une valeur supérieure à sa valeur réelle, ou une valeur à un instant T mais qui décroît par la suite,
vous allez donner l'impression d'une fausse solvabilité aux créanciers, aux partenaires économiques de la société. C'est la raison pour laquelle l'apport en nature est assez peu utilisé. Quand il est utilisé, il est obligatoire de nommer ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Enfin, il est très souvent obligatoire, pas tout le temps, mais très souvent obligatoire de nommer un commissaire aux apports. Commissaire aux apports, c'est un expert indépendant qui va estimer la valeur du bien. Ou qui va estimer la valeur des droits. Si par exemple on apporte l'usufruit, qui va estimer la valeur du droit qui est transféré à la société. Parce qu'encore une fois, il faut bien avoir à l'esprit que cette valeur, la valeur de cet apport, va s'agréger au capital social, va concourir à la formation et donc à la valeur du capital social. Et quand vous regardez le CABIS d'une société, quand vous regardez les caractéristiques d'une société, que vous voyez le capital social, plus le capital social est important, plus ça donne confiance dans les capacités financières, dans la solidité financière de la société. Troisième et dernière catégorie d'apport, on a vu l'apport en numéraire, on a vu l'apport en nature, on va maintenant voir l'apport en industrie. Alors, l'apport en industrie, c'est l'apport de compétences, c'est la mise à la disposition de la société de compétences. Alors, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur? Oui, l'apport en industrie, c'est la mise à la disposition de la société de compétences. Je suis un chercheur renommé, j'apporte mes compétences à la société, je fais un apport en industrie. Alors, c'est un mode un petit peu particulier de rémunération, enfin, c'est une contrepartie un peu singulière à la mise à disposition de compétences au profit de la société, parce que normalement, quand on met des compétences à la disposition de la société, qu'est-ce qu'on perçoit en contrepartie? On perçoit un salaire. C'est-à-dire qu'on conclut un contrat de travail. Quand vous travaillerez, quand vous travaillez, malheureusement peut-être plus, en tout cas quand vous travailliez, vous mettiez vos compétences au service de votre employeur et la contrepartie de cela, c'est un salaire dans le cadre d'un contrat de travail. Bon. Mais lorsqu'on a affaire à des personnes qui ont des compétences très pointues, de très haut niveau, des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, des gens qui ont fait des découvertes, qui ont un savoir-faire particulier, il est tout à fait envisageable qu'ils mettent ces compétences à la disposition de la société et qu'en contrepartie, la société leur attribue des actions ou des parts sociales. Alors, cet apport en industrie qui est très rare, il existe en théorie, mais il est très rare, il a des avantages et des inconvénients. Bon, la première de ces caractéristiques, et ça c'est très important, c'est que la valeur de l'apport fait en industrie n'est pas prise en compte dans le montant du capital social. Contrairement aux apports en numéraire et aux apports en nature, la valeur de l'apport en industrie n'est pas prise en compte dans la valeur du capital social. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre? À partir d'où, mademoiselle? Juste ce que vous veniez de dire. Les apports en industrie ne font pas partie, ne sont pas intégrés dans le capital social. La valeur des apports en industrie ne concourt pas à la formation du capital social. C'est ça qui vous manque? Oui, c'était ça. Merci, monsieur. C'est ça, parfait. Donc, quand on fait un apport en industrie, l'apport en industrie a une valeur. En contrepartie de cet apport, on va attribuer des parts sociales, des actions, mais cet apport n'est pas pris en compte dans le montant du capital social. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, attendez, l'apport en nature, l'apport en numéraire, mais pas l'apport en industrie.
Eh bien non, parce que l'apport en industrie, ce sont des compétences. Et si jamais la personne décède, si jamais la personne part, si jamais la personne arrête sa collaboration, ou si elle ne veut plus pour une raison ou pour une autre travailler pour la société, ben on ne peut pas la forcer à le faire. Et donc, c'est un apport qu'on ne peut pas exécuter, si vous voulez, de manière forcée. Si on dissout la société, ça n'a pas de contrepartie financière. Donc, c'est la raison pour laquelle les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Leur valeur n'est pas prise en compte dans le montant du capital social, contrairement aux apports en numéraire et aux apports en nature. C'est avantageux pour la société parce que ça évite le versement d'un salaire et des charges sociales, et souvent un salaire important, d'autant plus important que les compétences qui sont mises à sa disposition sont des compétences pointues, élevées, de haut niveau. Donc cet avantage, c'est un avantage certain pour la société. On évite le versement d'un salaire important et de charges sociales importantes. Ça ne pèse pas sur la trésorerie, puisque en contrepartie de la mise à disposition des compétences, on attribue des parts sociales. Donc ça, c'est évidemment un avantage important et qui justifie souvent le recours, même s'il est rare, à l'apport en industrie. L'inconvénient, c'est que ça peut être un moyen de contourner la réglementation du droit du travail. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on conclut un accord en industrie parce que, encore une fois, le mode normal de rémunération de compétences, c'est le salaire et c'est le contrat de travail. Donc, lorsqu'on fait un apport en industrie, ça doit porter sur des compétences de haut niveau qui ont un intérêt stratégique pour la société et qui sont faites par une personne qui a pleinement conscience du fait qu'il ne souhaite pas être rémunéré comme un salarié, mais qu'il prend un risque, parce que la société peut très bien ne pas voir son activité décoller, et donc si ça ne marche pas, il n'aura pas une quote-part des bénéfices, il ne percevra pas de dividendes, et donc il ne sera quasiment pas rémunéré en réalité. Donc c'est un risque important qui doit être pris en pleine connaissance de cause par quelqu'un qui a pleinement conscience de cette situation. Donc, apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie. Le dernier ne concourt pas à la formation du capital. Donc, la réunion des deux premiers apports, apport en numéraire ou apport en industrie, forme le montant du capital. Donc, la somme des apports en numéraire et en nature, pardonnez-moi, et en nature, la somme des apports en numéraire et en nature, pas d'apport en industrie, la somme des apports en numéraire et en nature forme le montant du capital social. Donc la réunion de la valeur des apports en nature et en numéraire forme le capital social. Pour ce qui est de l'apport en industrie, on attribue quand même des parts, mais ces parts ne sont pas prises en compte dans la valeur du capital social. Ce sont des parts en plus, qui ont un statut particulier. Donc, chaque futur associé, chaque apporteur va réaliser son apport. Donc, l'apport en numéraire, c'est un virement ou un chèque qui est versé sur le compte de la société. L'apport en nature, c'est le transfert de la propriété ou éventuellement, dans certains cas, de la jouissance ou de l'usufruit à la société. Et en contrepartie, on détermine donc la valeur de cet apport, l'apport en nature, avec un commissaire aux apports. Et donc, en contrepartie, la société attribue à l'apporteur des parts sociales ou des actions dont la valeur équivaut à la valeur de l'apport réalisé. Tout ça forme le capital social. Et chaque associé va avoir des droits financiers et politiques, et ces droits seront d'autant plus importants que la valeur de son apport aura été importante.
Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, chaque associé va avoir des droits financiers et politiques. On reviendra un peu plus tard sur les détails de ces droits financiers et politiques. Donc, chaque associé acquiert, lorsqu'il fait un apport des parts ou des actions, qui lui donne des droits financiers et politiques, droit de vote et droit aux dividendes, essentiellement, droit à l'information. Et plus son apport est important, plus il va recevoir de parts et donc plus il aura de droits et de pouvoirs au sein de la société. Si vous avez un capital de 10 000 euros et si vous apportez 6 000 euros, ça veut dire que vous allez avoir 60% du capital. Si vous apportez 8 000 euros sur les 10, vous allez avoir 80% du capital. Et donc, ce qui veut dire que vous allez avoir beaucoup de pouvoir. Avec 80%, vous allez avoir beaucoup de pouvoir. Si vous apportez 5%, il y aurait très peu de pouvoir. Et ça va nous permettre justement de transiter vers notre deuxième paragraphe après les apports. La deuxième caractéristique, la deuxième condition devant être remplie pour constituer valablement le contrat de société. Grand B, la participation aux bénéfices et aux pertes. Grand B, la participation aux bénéfices et aux pertes. Alors, comme je vous le disais à l'instant, en contrepartie de l'apport, les associés reçoivent des titres, c'est-à-dire soit des parts sociales, soit des actions. Donc, en contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres de capital, c'est-à-dire des parts sociales ou des actions. Le but d'un associé, c'est de participer aux bénéfices. Tous ceux qui fondent une société espèrent une chose, c'est qu'ils percevront des bénéfices, une quote-part des bénéfices de la société. Et le principe, c'est la proportionnalité entre le pourcentage du capital détenu et la quote-part des bénéfices à laquelle un associé a droit. Si vous avez 30% du capital, et si la société fait des bénéfices, car encore faut-il que la société fasse des bénéfices, si vous avez 30% du capital, vous pouvez percevoir 30% des bénéfices. Si vous avez 60% du capital, vous percevez 60% des bénéfices, en tout cas les bénéfices que la société va distribuer. Mais, malheureusement… Monsieur, oui. Est-ce que vous pourriez répéter la phrase « le principe et la proportionnalité des bénéfices et… La proportionnalité entre la géographie du capital détenu et les bénéfices perçus. Enfin, de manière plus générale, la proportionnalité entre le capital détenu, entre la géographie du capital, le pourcentage de capital détenu et le droit au bénéfice. Et aussi le pouvoir d'ailleurs, le droit de vote. Plus vous avez de capital, plus vous avez de droit de vote. Tout ça est proportionnel. Si vous avez 60% du capital, vous pouvez percevoir 60% des bénéfices et vous avez 60% des droits de vote. Ça, c'est le principe. On verra qu'il y a des exceptions, mais c'est le principe. Merci. C'est bon? Oui, merci. Alors, revers de la médaille. Dans une société, tout ne marche pas forcément comme on avait prévu. Et parfois, la société ne fait pas des bénéfices, elle fait des pertes. Donc, lorsque la société fait des pertes, eh bien, les associés doivent contribuer aux pertes en proportion de la part du capital qu'ils détiennent. Lorsque la société fait des pertes, les associés doivent contribuer aux pertes à proportion
du pourcentage de la quote-part du capital qu'ils détiennent. Vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît, monsieur? Lorsque la société fait des pertes, un associé doit contribuer aux pertes en proportion du capital qu'il détient. Si vous avez 60% du capital et si la société fait des pertes, eh bien, il vous faut contribuer à 60% des pertes, supporter 60% des pertes. C'est la notion du risque. Plus on joue, plus on peut gagner, mais corrélativement, plus on peut perdre. Donc, un associé a vocation à percevoir des bénéfices en proportion du pourcentage du capital qu'il détient, mais à l'inverse, si la société fait des pertes, il doit contribuer aux pertes également en proportion du pourcentage du capital qu'il détient. Ça, c'est la règle. Cette règle, elle n'est pas d'ordre public. Donc, on peut y déroger, on peut y apporter des exceptions. Et plus exactement, on peut dissocier le pourcentage de capital détenu et le pourcentage du droit au bénéfice ou de contribution aux pertes. Donc, cette règle de proportionnalité n'est pas impérative, elle n'est pas d'ordre public, donc on peut dissocier, on peut y déroger, on peut donc dissocier le pourcentage de capital détenu avec le droit au bénéfice ou la contribution aux pertes. Autrement dit, il est tout à fait possible de prévoir, par exemple dans les statuts, qu'un associé qui a 60% du capital percevra 80% des bénéfices et donc supportera 80% des pertes, ou alors ne percevra que 30% des bénéfices et supportera 30% des pertes, ou alors même supportera 80% des pertes mais ne percevra que 30% des bénéfices. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je répète, on peut dissocier le pourcentage du capital détenu avec le droit aux dividendes ou la contribution aux pertes. Le principe, c'est que tout se fait dans les mêmes proportions, mais ça n'est pas obligatoire. On peut déroger à cette règle et prévoir, par exemple, qu'un associé qui a 60% du capital peut percevoir 80% des bénéfices, contribuer à 80% ou 60 ou 30 ou 20% des pertes. Monsieur, Oui. est-ce que selon la situation de l'entreprise, ces pourcentages ils sont facilement changeables ou c'est prévu à l'avance, peu importe Non, c'est rare. En réalité, moi j'ai un dossier dans lequel j'applique ce principe. C'est un dossier dans lequel j'ai une société entre un père et ses enfants et il y a une donation d'actions qui a été faite très tôt pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que plus vous donnez tôt, moins vous payez de droits de donation. Et en réalité, les enfants ne font rien, c'est le père qui fait fonctionner la société. Et donc, on a prévu dans les statuts que le père, qui n'a plus que 40% du capital, perçoit en réalité entre 80 et 90% des bénéfices, parce que c'est lui qui fait tourner la boîte. Ok, merci. C'est un exemple. Hein. Ouais. Alors, ça c'est possible, mais il y a une limite. Et la limite à cette possibilité de dissocier, la limite, c'est l'interdiction des clauses léonines. Cette limite, c'est l'interdiction des clauses léonines, du latin léo, la part du lion. Interdiction des clauses léonines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un associé qui a 60% du capital ne peut pas percevoir 100% des bénéfices ou ne peut pas supporter 100% des pertes.
Ça, ce n'est pas possible. Cette clause, si elle était insérée dans les statuts, serait une clause léonine et donc une clause nulle. Vous pouvez répéter l'exemple, s'il vous plaît? L'exemple, c'est 60% du capital, 100% des bénéfices. Merci. Ou 100% des pertes. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi, ça marche juste pour 100%. Et si on le fait à 99%, ça marche ou pas? Bah, c'est limite si le juge, si la question est soumise au juge, tout dépendra du contexte, mais il y a un petit risque d'annulation quand même. Moi, je ne vais jamais plus loin de 95. D'accord, merci. Après, j'estime qu'il y a un risque. Surtout quand vous avez des parents et des enfants dans une société, vous n'imaginez pas à quel point ça peut se taper dessus. Parfois. Donc, on fait très attention. Donc, les clauses léonines, ce sont des clauses, pour résumer, qui attribuent à un associé la totalité des bénéfices ou qui mettent à sa charge la totalité des pertes, alors même que cet associé n'a pas 100% du capital. Ces clauses sont nulles. Elles sont même plus que nulles d'ailleurs, elles sont, nous dit la loi, réputées non écrites, ça veut dire qu'il n'y a même pas de prescription pour demander la nullité de la clause. Tiens, je vais vous donner une petite astuce que vous pourrez raconter dans vos soirées quand vous pourrez à nouveau sortir. C'est la différence entre la nullité et une autre sanction qui est réputée non écrite. La différence, c'est que la nullité, elle a une prescription, c'est-à-dire que vous avez en général 5 ans pour demander la nullité, au-delà, vous ne pouvez plus. Mais lorsqu'une loi dit qu'une clause est réputée non écrite, vous n'avez pas de prescription. Donc, vous pouvez le demander 10 ans, 15 ans, 20 ans après. C'est une petite astuce. Ici, justement, les clauses léonines, nous dit la loi, sont réputées non écrites. Ça veut dire que vous pouvez demander la nullité bien au-delà des 5 ans que prévoit la loi. Et d'ailleurs, en droit des sociétés, c'est plus souvent 3 ans que 5 ans, puisque le droit des sociétés a une prescription abrégée. Voilà pour la partition aux bénéfices et aux pertes, c'était notre grand B, donc notre deuxième condition de validité spécifique du contrat de société. On passe à la troisième, on sera beaucoup plus court. Grand C, l'affectio societatis. C'est du latin. L'affectio societatis. Donc L', A, 2F, E, C, T, I, O. Plus loin, societatis, comme ça se prononce, S-O-C-I-E-T-A-T-I-S. L'affectio societatis, voilà un nom bien étrange. Alors, l'affectio societatis, qu'est-ce que c'est? C'est une condition d'ordre psychologique. C'est un élément d'ordre psychologique, c'est une condition d'ordre psychologique qui implique que chaque associé doit contribuer à la réussite de la société. Monsieur, vous pourriez répéter, s'il vous Quoi plaît, donc, mademoiselle? la phrase après l'affection sociétaire. Après l'affectio societatis. Donc, c'est un élément, c'est une condition d'ordre psychologique qui veut que chaque associé doit avoir un rôle dans la réussite de la société. Et plus exactement, doit avoir une volonté de collaborer à la réussite de la société de manière égalitaire, indépendamment du pourcentage de capital qu'il détient. Donc chaque associé doit avoir la volonté de contribuer à la réussite de la société. Chaque associé doit avoir la volonté de contribuer à la réussite de la société de manière égalitaire, indépendamment du pourcentage du capital qu'il détient.
Autrement dit, que vous ayez 90% du capital ou 5% du capital, vous devez avoir la même volonté de voir la société réussir et de contribuer dans la mesure de ce que vous pouvez apporter à la réussite de la société. Donc, c'est un élément d'ordre psychologique qui est décorrélé, je dirais, de la répartition du capital social. Chaque associé, quelle que soit la part du capital qu'il détient, doit avoir une même volonté, une volonté de même intensité, de vouloir et de contribuer à la réussite du projet de société. Alors parfois, lorsqu'un associé se conduit, je dirais, de manière très égoïste, hein, et va à l'encontre des intérêts de la société, on dit qu'il n'a plus d'affectio societatis, ça peut entraîner soit son expulsion, soit même parfois la fin du contrat de société. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce premier développement, ce grand 1, le contrat de société. Donc, à côté des conditions générales de validité des contrats qui s'appliquent au contrat de société comme elles s'appliquent à tous les contrats, il y a en plus 3 conditions spécifiques cumulatives qui doivent être respectées pour qu'un contrat de société soit valable. La réalisation d'apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, avec l'exclusion des clauses léonines, et l'affectio societatis, c'est-à-dire cette volonté de contribuer sur un pied d'égalité à la réussite de la société. Monsieur, Oui, lorsque un associé n'a pas d'affection societatis, on oui. peut l'exclure de la société et quoi d'autre? Et la société peut même être annulée. D'accord, merci. Alors, lorsque ces conditions sont respectées, la société va pouvoir être constituée. On verra la semaine prochaine, ou peut-être tout à l'heure si on a le temps, de commencer, on verra quelles sont les principales étapes pour constituer la société. Mais pour terminer ce cours, enfin, en tout cas pour poursuivre ce cours, on va voir quelles sont les conséquences de la constitution de la société. La conséquence de la constitution de la société, c'est la naissance de la personnalité morale. Et donc, on va voir, grand 2, quels sont les attributs de la personnalité morale. Grand 2, les attributs de la personnalité morale. En 2, les attributs de la personnalité morale. Donc, on verra la semaine prochaine que les principales étapes de la constitution de la société, c'est la signature des statuts, puis l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation au registre du commerce et des sociétés, c'est une étape très importante parce qu'elle marque la naissance d'une nouvelle personne juridique. Et c'est en cela que le contrat de société est un contrat très particulier qui a des effets, je dirais, totalement inédits, spécifiques par rapport à tout autre contrat. C'est que la signature du contrat engendre la naissance d'un être juridique nouveau qui est la société, qui est une personne morale, constituée de personnes physiques ou de personnes morales elles-mêmes d'ailleurs. Donc la personne morale naît lors de l'immatriculation de la société. Et cette personne morale fait de la société un être juridique à part entière, dont vous allez voir
qu'il a des attributs très proches des personnes physiques. Parfois un peu différents, mais une personne morale a des attributs qui sont très proches d'une personne physique. Et ce sont ces attributs que nous allons maintenant étudier dans ce grand 2. On va commencer grand A par le nom de la société que l'on appelle aussi dénomination sociale. Grand A, le nom ou dénomination sociale. Alors, le choix de cette dénomination sociale est libre, mais cette liberté est encadrée. Alors, ça peut être le nom du fondateur ou des fondateurs, ou ça peut être un nom fantaisiste, original. Donc, ça peut être le nom du ou des fondateurs. Renault, Michelin, par exemple, Peugeot. Mais ça peut être aussi un nom original qui n'a rien à voir avec le nom du fondateur. L'Oréal, par exemple. Alors, donc, le principe, c'est que le choix de cette dénomination sociale est libre, mais cette liberté est encadrée. Elle est encadrée notamment par le droit de la concurrence. Elle est limitée, je dirais, par le droit de la concurrence parce qu'il ne faut pas choisir un nom qui soit identique ou similaire à celui d'une société existante et connue. Parce que sinon, ça crée de la confusion dans l'esprit des consommateurs, et la confusion, c'est une des infractions constitutives de concurrence déloyale. Donc, si vous voulez créer un magasin de vêtements, par exemple, même si ce n'est pas du tout la même activité, il ne faudra pas l'appeler Danone. Hein, ce n'est pas possible. Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez répéter pour la confusion, s'il vous plaît? La confusion, c'est le fait d'adopter le nom d'une société qui est déjà célèbre. Et donc, la confusion, c'est un acte de concurrence déloyale. C'est un des actes de concurrence déloyale. Monsieur, Oui? si la société elle n'est pas célèbre, on peut quand même prendre son nom ou... Si la société n'est pas célèbre, il vaut mieux éviter de prendre son nom si c'est dans la même activité. D'accord. Mais Vous si on pouvez prend son prendre... nom et qu'elle devient célèbre ensuite? Si elle n'est pas célèbre lorsqu'on choisit, qu'elle devient célèbre ensuite, ce n'est pas très grave. Mais il ne faut pas le faire quand vous êtes dans la même activité. D'accord. En fait, vous pouvez choisir le nom d'une société existante ou un nom similaire si vous n'êtes pas dans la même activité, si ce nom n'est pas très connu. D'accord, Alors, merci. si par exemple, vous avez une société qui vend dans un département, vous voyez, qui n'a pas de rayonnement national, qui vend dans un département ou une région, qui a, je dirais, une zone de chalandise bien déterminée, là, vous pouvez, si elle est à Strasbourg et que vous êtes à Marseille, vous pouvez choisir le même nom, ce n'est pas très grave. Par contre, il ne faut pas le faire quand c'est dans la même activité. Et en plus, quand la société est très connue, vous n'avez pas le droit de prendre son nom, même si ce n'est pas dans la même activité, parce que vous allez forcément créer, par exemple, si le créateur d'un parfum a voulu l'appeler Champagne. Ce n'est pas la même activité. Enfin, à moins de boire le parfum, mais sinon, ce n'est pas la même activité. Bon. Et ben, les juges ont dit non, vous n'avez pas le droit. Parce que même si ce n'est pas dans la même activité, la marque Champagne, c'est une marque qui est tellement célèbre que ça va induire le consommateur en erreur. Il va penser que c'est un dérivé de champagne ou que c'est fabriqué avec du champagne. Et donc, le prestige associé au nom Champagne
va attirer le consommateur et va permettre à ce créateur de vendre. Donc, ce n'est pas possible. Donc, quand une marque est très connue, quand un nom est très connu, même si ce n'est pas dans la même activité, il ne faut pas le choisir, parce que dans ce cas-là, ce serait soit de la confusion, soit si ce n'est pas dans la même activité, du parasitisme, c'est-à-dire le fait de se placer dans le sillage d'une marque connue pour vendre plus. Et ça, ce n'est pas permis. Donc, la limite, c'est ce choix et donc cette liberté de choix qui est très encadrée. Et donc, il faut faire attention à cet aspect-là. Si, sous cette réserve, c'est la liberté de choix pour la dénomination sociale. Donc ça, c'était notre grand A. Grand B, le domicile ou le siège social. Grand B, le domicile de la société, qui est le siège social. Alors, il faut impérativement, de la même façon que vous avez un domicile, eh bien, il faut que la société ait aussi un domicile. Ce domicile, c'est le siège social. Ce siège social peut être un local ou un bâtiment dont la société est propriétaire. Ce peut être un bâtiment ou un local que la société loue. Elle peut en être locataire. Ça peut aussi éventuellement être une simple société de domiciliation. Société de domiciliation, c'est une société dont l'activité consiste justement à offrir à permettre à une société d'établir son siège social si cette société n'a pas besoin de locaux pour exercer son activité. Par exemple, j'ai un ami qui vient de créer une société dans le recrutement et les RH, pour le moment, il travaille chez lui, il n'a pas besoin de locaux. Donc, il a fixé le siège social de sa société dans les locaux d'une société de domiciliation. C'est-à-dire que cette société reçoit son courrier et lui redirige et, le cas échéant, met à sa disposition une salle s'il veut faire des réunions. Mais en tout cas, ça n'est pas… Il a une adresse à cette société, mais il n'a pas de locaux permanents au sein de cette société de domiciliation. Alors, le domicile, comme le nom d'ailleurs, est une mention qui figure dans le contrat de société qu'on appelle les statuts. On verra ça la semaine prochaine. Ce siège social, il est important à double titre. D'abord parce que c'est ce siège social qui détermine la nationalité de la société. Une société a la nationalité du pays dans lequel est établi son siège social. Donc une société a la nationalité du pays dans lequel est établi son siège social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce siège social va, dans certains cas, déterminer la compétence judiciaire en cas de litige, en cas de contentieux. Tout comme d'ailleurs le domicile d'une personne physique. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, le siège social va déterminer les règles de compétence en cas de contentieux. Pour le choix du tribunal. C'est-à-dire, par exemple, si une société qui est domiciliée, qui a son siège social à Bordeaux, est assignée en justice, c'est-à-dire que si c'est pas elle qui saisit le tribunal, mais une autre société qui a un litige avec elle. Donc, si une société qui est à Bordeaux est assignée en justice, eh bien, le tribunal compétent, c'est le tribunal du siège social du défendeur, hein, pas le défenseur, pas confondre avec le foot, le défendeur,
c'est-à-dire celui qui est en défense dans la procédure, et donc on choisit toujours le tribunal du lieu ou du siège social du défendeur. C'est la même chose d'ailleurs si un jour, je ne vous le souhaite pas, vous êtes assigné en justice, mais enfin le monde est tellement fou qu'on ne peut jamais préjuger de rien, et si jamais un jour vous êtes assigné en justice, et sauf exception, eh bien le tribunal compétent, ce sera le tribunal dans lequel est situé, dans le ressort duquel est situé votre domicile. Donc, le siège social d'une société détermine, dans la plupart des cas, pas tous, il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, détermine le lieu du tribunal compétent pour juger le litige. Grand C, la durée de la société. Alors, la durée de la société, c'est ce qui différencie de manière fondamentale une personne physique et une personne morale. Parce que la durée de vie d'une personne physique, par définition, on ne la connaît pas. En droit, c'est l'exemple type du terme incertain, c'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver un jour, mais on ne sait pas quand, et heureusement. Alors que pour une société, on connaît la durée de vie de la société. Alors, certes, en théorie, une société, le contrat de société peut être établi pour une durée indéterminée, mais c'est très rare parce que ça veut dire qu'à tout moment, l'un des associés pourrait mettre fin au contrat de société et ça pourrait avoir des conséquences très importantes, notamment en termes de fiscalité, mais pas seulement. Donc, dans la quasi-totalité des cas, quand on constitue une société, et d'ailleurs vous irez voir sur le site et vous verrez un exemple de statut, je crois que ça doit être dans la page réservée au cours numéro 2, celui qu'on fera la semaine prochaine, et vous verrez un exemple de statut dans lequel la durée de la société est fixée à 99 ans. Donc quand on crée une société, dans la plupart des cas, on lui donne une durée fixe, hein, on fixe une durée déterminée au contrat de société, et le maximum que permet la loi, c'est 99 ans. Et pour ceux qui ont encore quelques souvenirs de leur cours de premier semestre, vous vous souviendrez que c'est la durée maximale du bail emphytéotique. Donc, lorsqu'on constitue une société, on peut soit lui donner une donnée indéterminée, c'est extrêmement rare. Dans la quasi-totalité des cas, la durée est déterminée et pour ne pas avoir de problème, on fixe une durée de 99 ans. Alors, ça peut être une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. On peut choisir la durée qu'on veut. Mais pour ne pas risquer une dissolution anticipée, on choisit très souvent la durée maximale prévue par la loi, qui est de 99 ans. Alors, il faut savoir qu'au bout de 99 ans, la société ne va pas s'arrêter automatiquement. Il est possible de prolonger cette durée. Mais si on veut prolonger cette durée, il faut impérativement le faire avant le terme de la société. Donc, si on veut prolonger cette durée, il faut impérativement le faire avant le terme, parce que si on laisse survenir le terme sans prolonger, la société est automatiquement dissoute. Alors maintenant, heureusement, la loi s'est un petit peu assouplie, hein, et elle prévoit que même si on a oublié, il y a des possibilités pour prolonger la société. Mais à l'époque, il y avait une jurisprudence, il y a un tribunal qui avait eu à statuer sur des associés qui s'étaient réunis le dernier jour, hein, pour faire un dîner. Ils voulaient faire leur assemblée de prolongation de la société, et puis ils ont commencé le dîner, et puis ils ont ouvert des bouteilles, et puis ils ne se sont plus souvenus qu'ils s'étaient réunis pour prolonger la société. Et puis à 3 heures du matin, ils ont tenu leur assemblée. Le problème, c'est que 3 heures du matin, c'était le lendemain du dernier jour pour prolonger la société. La société, elle était dissoute. Et puis c'était terminé. Donc,
Si on veut prolonger la société, c'est possible, mais il faut le faire avant la survenance de son terme, et on peut prolonger la société pour une nouvelle période de 99 ans, et ce, autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de limite. Une société comme Saint-Gobain, par exemple, qui a été créée à l'époque de Colbert, a plus de 400 ans, et donc a été renouvelée à plusieurs reprises. Sa durée a été renouvelée à plusieurs reprises. Voilà pour le grand C, la durée. Grand D, la nationalité. Grand D, la nationalité. Juste pour vous préciser ou vous redire ce que je vous avais déjà dit concernant le siège social, c'est-à-dire qu'une société a la nationalité du pays dans lequel son siège social est établi. Une société a la nationalité du pays dans lequel son siège social est établi. Et donc, elle est soumise à la loi, aux lois qui sont applicables dans ce pays, bien évidemment. Grand E, et avant-dernier développement, grand E, le patrimoine. Grand E, le patrimoine. Alors, dès lors que la société acquiert la personnalité morale, c'est-à-dire dès lors qu'elle devient une personne juridique. Dès lors que la société acquiert la personnalité morale, c'est-à-dire dès lors qu'elle devient une personne juridique et donc elle acquiert les mêmes droits que vous et moi. C'est-à-dire que les devoirs et les obligations, dès lors qu'elle devient une personne juridique, elle a la capacité juridique, elle peut contracter, elle est responsable, etc. etc. Donc, dès lors que la société a la capacité juridique, elle acquiert la personne morale, la personnalité morale, c'est-à-dire le jour de son immatriculation, eh bien, la société a un patrimoine qui lui est propre. C'est le patrimoine de la société. Ça n'est plus le patrimoine des associés, c'est le patrimoine de la société. Et donc, la société devient à ce moment-là un être juridique dont il faut préserver les intérêts indépendamment des intérêts de ses associés. Vous avez souvent des fondateurs des personnes qui ont fondé une société, la société a eu beaucoup de succès, donc elle a gagné beaucoup d'argent, elle a beaucoup d'argent, et ils vous disent la société c'est moi, j'en fais ce que je veux. Eh bien non, pas du tout. Ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent pour une bonne raison, c'est qu'ils ont beau être actionnaires et même dirigeants de la société c'est un être juridique distinct de leur propre personne. Et donc, il faut veiller aux intérêts de la société qui ne se confondent pas forcément avec les intérêts de son actionnaire ou de son président. Donc la société, elle a notamment un patrimoine. Son patrimoine, lorsque elle est constituée, eh bien, il est formé par les apports qui ont été faits par les associés. Au jour de l'immatriculation de la société, le patrimoine de la société, ce sont les apports qui sont faits par les associés, donc les biens dont la propriété lui a été transmise, les apports en nature, ou alors, beaucoup plus fréquemment, l'argent qui a été versé sur son compte dans le cadre d'un apport en numéraire. Donc, le jour de son immatriculation, le patrimoine de la société, c'est la somme de ses apports. Et puis, petit à petit, la société, dans la plupart des cas, et on l'espère, faisant des bénéfices, eh bien, elle va accumuler de l'argent, acquérir des biens, et donc elle va augmenter, grossir son patrimoine. Alors, qui dit patrimoine dit actif, mais qui dit patrimoine dit aussi dette. Évidemment, la société, elle a des dettes.
parce que souvent, elle va emprunter de l'argent à la banque. Parce qu'elle va acheter des biens à crédit, ou alors qu'elle va acheter des biens et elle ne paiera ses fournisseurs que plus tard. C'est la pratique dont je vous avais parlé au premier trimestre, des délais fournisseurs, hein, des délais de paiement aux fournisseurs, plus exactement. Donc la société, elle a aussi des dettes, comme vous et moi. Enfin, en tout cas, comme toute personne peut en avoir, et elle doit s'acquitter de ses dettes de la même façon qu'une personne physique. Donc, en termes de patrimoine, une personne morale a, comme une personne physique, un patrimoine qui est composé d'actifs et de passifs. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le bilan de la société. Vous avez toujours le bilan actif, puisque vous faites toujours de la comptabilité. Non, on n'en fait plus. Ah, vous n'en faites plus. Bon, d'accord. Bon, dans un bilan de société, vous avez l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que la société possède, et le passif, c'est ce qu'elle doit. Voilà. Donc, pour toutes les sociétés, c'est la même chose. Donc, comme une personne physique, une société a un patrimoine composé d'actifs et de dettes. Dernier point, ce sera notre grand F, la responsabilité. Grand F, la responsabilité. Là encore, dès lors qu'elle acquiert la personnalité morale, donc elle devient une personne juridique, donc dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, encore une fois, c'est lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société devient un être juridique autonome, qu'elle acquiert la personnalité morale. Donc, dès qu'elle devient personne juridique, dès qu'elle acquiert la personnalité morale, une société a une responsabilité. Plus exactement, elle peut engager sa responsabilité. Elle peut engager sa responsabilité civile, d'abord, dans l'hypothèse où elle cause un préjudice à une autre personne. Par exemple, si elle se livre à un acte de concurrence déloyale, eh bien, elle engage sa responsabilité civile. Une société peut également avoir une responsabilité pénale. C'est relativement récent, enfin relativement dans l'histoire du droit. Ça date du 1er mars 1994. Avant le 1er mars 1994, les sociétés étaient irresponsables pénalement. Depuis le 1er mars 1994, elles peuvent être responsables d'infractions pénales, indépendamment de leurs dirigeants. Et donc, elles peuvent être condamnées comme une personne physique, à ceci près qu'une société ne va pas en prison, mais elle peut être condamnée à payer des amendes d'un montant extrêmement important. Et puis enfin, une société a une responsabilité fiscale. C'est-à-dire que comme nous tous, elle doit respecter les dates pour payer ses impôts et elle doit déclarer tous ses revenus. Donc responsabilité fiscale, elle doit payer ses impôts à bonne date, respecter les dates pour payer ses impôts, et puis elle doit déclarer ses revenus. Et si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité sur le plan fiscal.
Voilà, on a terminé le premier cours. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Oui, merci. Oui, merci. Oui, Donc, merci. je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. On garde le moral, c'est impératif. Je veille sur vous par la pensée. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est Et gentil. puis, Bonne on se retrouve Bonne la soirée, semaine au revoir. prochaine. Hein. Merci, bonne soirée, messieurs. Ça marche. Bonne soirée. Prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir.